Bonsoir. Le premier texte est un texte de Jacques Derrida, L'animal que donc je suis. De quelque façon qu'on l'interprète, quelques conséquences pratiques, techniques, scientifiques, juridiques, éthiques ou politiques qu'on en tire, personne ne peut nier cet événement, à savoir les proportions sans précédent de cet assujettissement de l'animal. Cet assujettissement dont nous cherchons à interpréter l'histoire, nous pouvons l'appeler violence. Tout le monde sait quel terrifiant et insoutenable tableau une peinture réaliste pourrait faire de la violence industrielle, mécanique, chimique, hormonale, génétique, à laquelle l'homme soumet depuis 2 siècles la vie animale, et ce que sont devenus la production, l'élevage, le transport, la mise à mort de ces animaux. Au lieu de vous mettre ces images sous les yeux ou de les réveiller à votre mémoire, ce qui serait à la fois trop facile et sans fin, je dirais seulement un mot de ce pathos. Si elles sont pathétiques, ces images, c'est aussi qu'elles ouvrent pathétiquement l'immense question du pathos et du pathologique, justement, de la souffrance, de la pitié et de la compassion, et de la place qu'il faut accorder à l'interprétation de cette compassion, au partage de la souffrance entre les vivants, au droit, à l'éthique, à la politique qu'il faut rapporter à cette expérience de la compassion. Car ce qui arrive depuis 2 siècles, c'est une nouvelle épreuve de la compassion. Devant le déferlement pour l'instant irrésistible mais dénié, devant la dénégation organisée de cette torture, des voix s'élèvent, minoritaires, faibles, marginales, peu assurées de leur discours, de leur droit au discours et de la mise en œuvre de leur discours dans un droit, dans une déclaration de droit, pour protester, pour en appeler, nous y reviendrons, à ce qui se présente de façon si problématique encore comme des droits de l'animal, pour nous réveiller à nos responsabilités, à nos obligations à l'égard du vivant en général, et précisément à cette compassion fondamentale qui, si on la prenait au sérieux, devrait changer jusqu'au socle de la problématique philosophique de l'animal. Ce sont 2 siècles d'une lutte inégale, d'une guerre en cours, et dont l'inégalité pourrait un jour s'inverser entre, d'une part, ce qui viole non seulement la vie animale, mais jusqu'à ce sentiment de compassion, et d'autre part, ceux qui en appellent au témoignage irrécusable de cette pitié. C'est une guerre au sujet de la pitié. Cette guerre n'a pas d'âge, sans doute, mais voilà mon hypothèse, elle traverse une phase critique. Nous la traversons et nous sommes traversés par elle. Penser cette guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas seulement un devoir, une responsabilité, une obligation, c'est aussi une nécessité, une contrainte à laquelle, bon gré ou mal gré, directement ou indirectement, nul ne saurait se soustraire. Désormais, plus que jamais. Et je dis penser cette guerre parce que je crois qu'il y va de ce que nous appelons penser. L'animal nous regarde et nous sommes nus devant lui. Et penser commence peut-être là. Car une pensée de l'autre, de l'infiniment autre qui me regarde, devrait au contraire privilégier la question et la demande de l'animal, ne pas la faire passer avant celle de l'homme, mais penser celle de l'homme, du frère, du prochain, à partir de la possibilité d'une question et d'une demande animale, d'un appel audible ou silencieux, qui appelle en nous, hors de nous, du plus loin, avant nous, après nous, nous précédant et nous poursuivant de manière inéluctable, tellement inéluctable qu'il laisse la trace de tant de symptômes et de blessures, de stigmates, de dénégations dans le discours de qui voudrait se rendre sourd à cet appel.
Maintenant vient un texte de Marie Huot, Le droit des animaux. A-t-on à s'occuper des bêtes quand tant d'êtres humains sont encore écrasés par la vie, disent certains? C'est voir les choses par le petit côté. Le souci des bêtes n'empêche pas le souci des hommes. Ils sont certainement les mieux doués par le cœur, ceux dont la pitié, non contente de s'exercer dans la société humaine, va à tout être susceptible de souffrance. D'aucuns s'imaginent être exempts de tout reproche parce qu'ils demeurent spectateurs, flegmatiques, sur les confins d'une prudente réserve. Ils croient éviter le fardeau des responsabilités en disant « si je ne fais pas le bien, en revanche, je ne fais pas le mal ». Une telle apathie est criminelle aussi. Puis un texte de Claude Lévi-Strauss, d'Anthropologie structurale, 2e tome, sur Rousseau. La pensée de Rousseau s'épanouit à partir d'un double principe, celui de l'identification à autrui, et même au plus autrui de tous les autrui, fût-il un animal, et celui du refus d'identification à soi-même, c'est-à-dire le refus de tout ce qui peut rendre le moi acceptable. Ces deux attitudes se complètent, et la seconde fonde même la première. En vérité, je ne suis pas moi, mais le plus faible, le plus humble des autrui. Telle est la découverte des confessions de Rousseau. La révolution rousseauiste préformant et amorçant la révolution ethnologique consiste à refuser des identifications obligées, que ce soit celle d'une culture à cette culture, ou celle d'un individu membre d'une culture à un personnage ou à une fonction sociale que cette culture cherche à lui imposer. Dans les deux cas, la culture ou l'individu revendique le droit à une identification libre, qui ne peut se réaliser qu'au-delà de l'homme, avec tout ce qui vit et donc souffre, et aussi en deçà de la fonction ou du personnage, avec un être déjà façonné, mais donné. Alors le moi et l'autre, affranchis d'un antagonisme que la philosophie cherchait seule à exciter, recouvrent leur unité. Une alliance originelle enfin renouvelée leur permet de fonder ensemble le nous contre le lui, c'est-à-dire contre une société ennemie de l'homme, et que l'homme se sent d'autant mieux prêt à récuser que Rousseau, par exemple, lui enseigne comment éluder les insupportables contradictions de la vie civilisée. Car s'il est vrai que la nature a expulsé l'homme et que la société persiste à l'opprimer, l'homme peut au moins inverser à son avantage l'épaule du dilemme et rechercher la société de la nature pour y méditer sur la nature de la société. Voilà, me semble-t-il, l'indissoluble message du contrat social, des lettres sur la botanique et des rêveries. Puis un texte de Romain Gary, tiré des Racines du ciel. Il faut absolument que les hommes parviennent à préserver autre chose que ce qui leur sert à faire des semelles ou des machines à coudre, qu'ils laissent de la marge une réserve où il leur serait possible de se réfugier de temps en temps. C'est alors seulement que l'on pourra commencer à parler d'une civilisation. Une civilisation uniquement utilitaire ira toujours jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au camp de travail forcé. Il nous faut laisser de la marge. Les éléphants font partie de ce combat-là. Les hommes meurent pour conserver une certaine beauté de la vie, une certaine beauté naturelle. Et maintenant un texte de Bertrand de Jouvenel, Arcadie, essai sur le mieux vivre. Nous n'habitons plus la même planète que nos aïeux. La leur était immense, la nôtre est toute petite. Les hommes se sont toujours représenté la Terre comme une géante sur l'épiderme de laquelle ils s'agitaient, passant éphémère, vivant d'elle, mais incapable d'affecter sa vie.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la Terre nous apparaît petite. Non seulement petite, mais fragile. Au-dessous de nous, quelques pieds d'humus fertile, au-dessus de nous, quelques kilomètres d'air respirable. Nous nous savons désormais capables de corrompre cette air et de transformer ce sol en désert. Maintenant, René Descartes, lettre à Élisabeth du 15 septembre 1645. Si on s'imagine qu'au-delà des cieux, il n'y a rien que des espaces imaginaires, et que tous ces cieux ne sont faits que pour le service de la terre, ni la terre que pour l'homme, cela fait qu'on est enclin à penser que cette terre est notre principale demeure, et cette vie notre meilleure, et qu'au lieu de connaître les perfections qui sont véritablement en nous, on attribue aux autres créatures des imperfections qu'elles n'ont pas, pour s'élever au-dessus d'elles, et entrant en une présomption impertinente, on veut être du conseil de Dieu et prendre avec lui la charge de conduire le monde, ce qui cause une infinité de vaines inquiétudes et fâcheries. Et un texte, pour finir, de Sebastian Haffner, Histoire d'un Allemand, souvenir. C'était entre autres choses la poursuite machinale de la vie quotidienne qui s'opposait à une quelconque réaction énergique et vitale contre la monstruosité. J'ai déjà dit comment la trahison et la lâcheté de leur chef avaient empêché les équipes des autres groupes politiques de se mobiliser contre les nazis. Cela n'explique pas pourquoi il n'y eut pas, ici, là ou ailleurs, un individu pour se dresser et se défendre spontanément, sinon contre l'ensemble, du moins contre quelques injustices particulières, quelques scandales survenus non loin de lui. À cela s'opposait précisément le mécanisme de la vie courante. Il est probable que les révolutions et l'histoire dans son ensemble se dérouleraient bien différemment si les hommes étaient aujourd'hui encore ce qu'ils étaient peut-être dans l'antique cité d'Athènes. Des êtres autonomes, avec une relation à l'ensemble, au lieu d'être livrés pieds et poings liés à leur profession et à leur emploi du temps, dépendant d'une foule de choses qui les dépassent, éléments d'un mécanisme qu'ils ne contrôlent pas, marchant pour ainsi dire sur des rails et désemparés quand ils déraillent. La sécurité, la durée ne se trouvent que dans la routine quotidienne. À côté, c'est tout de suite la jungle. Tout Européen du XXe siècle le ressent confusément avec angoisse. C'est pourquoi il hésite à entreprendre quoi que ce soit qui pourrait le faire dérailler. Une action hardie, inhabituelle, dont lui seul aurait pris l'initiative. D'où la possibilité de ces immenses catastrophes affectant la civilisation, telles que la domination nazie en Allemagne. Donc, bonjour à tout le monde. Alors les textes qui ont été lus sont très proches, enfin sont souvent des textes que j'ai cités dans un de mes derniers livres, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, et ils donnent une idée assez précise du travail que j'ai essayé de mener sur les hommes, les animaux, la nature, quel sujet, quelle démocratie, et reliant donc des sujets parfois, en tout cas généralement, qui ne sont pas abordés ensemble. Donc je vais présenter d'abord le thème principal de ma recherche. Alors moi, mon domaine principal, c'est la philosophie politique, même si les champs que j'ai étudiés, en particulier l'éthique médicale et biomédicale, mais aussi l'environnement, eh bien, me permettent de m'interroger sur ce que nos usages du vivant des animaux révèlent de nous.
Et la prise en considération des défis de la bioéthique et de l'écologie, des défis qu'ils posent à l'homme et à la démocratie, et les transformations qu'ont fait subir à ma pensée les connaissances acquises au contact des différents acteurs, ont abouti à un travail qui invite à compléter la démocratie représentative et à enrichir la philosophie du sujet, cela dans 2 livres, L'autonomie brisée, puis Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Dans ce travail, le volet politique de la réflexion et le volet ontologique sont solidaires. Alors le volet politique, parce qu'il est question de dépasser le credo du libéralisme politique qui peut se définir ainsi, qui peut s'exprimer ainsi, et que John Stuart Mill au XIXe siècle a exprimé, c'est-à-dire l'idée que, dans le libéralisme classique, on ne fait référence à la force coercitive de la loi et donc de l'État que lorsque quelqu'un crée un dommage à autrui, à l'autre homme ou aux autres hommes. Mais évidemment, c'est très important de séparer ainsi la morale et le droit pour éviter ce que Ruven-Augien, que vous connaissez peut-être, appelle la criminalisation des crimes sans victime, pour éviter de criminaliser des choses comme l'homosexualité ou autre chose qui n'aboutissent à évidemment aucune victime. Mais évidemment, quand on s'intéresse comme moi sur les dommages que nous pouvons créer sur la nature, les dommages que nous créons pour l'environnement et la qualité de vie des générations futures, et quand on s'intéresse comme moi à la question animale et donc à peut-être, on le verra, l'injustice envers les animaux, eh bien le libéralisme est trop court. Et il s'agit aussi de compléter la démocratie représentative qui est souvent liée à la représentation des intérêts des hommes actuels et qui éclipse les enjeux transversaux et à long terme qui sont ceux de l'écologie. Et donc qui laisse à côté, ou de côté plutôt, la représentation des intérêts des autres espèces. Donc voilà, il fallait compléter la démocratie représentative, peut-être modifier les instances délibératives, j'en parlerai aussi. Et donc tout ce travail renvoie au volet politique auquel j'ai fait allusion. Et il y a un volet ontologique qui concerne la question de la subjectivité, puisque non seulement quand j'avais travaillé sur les personnes souffrant d'affections dégénératives du système nerveux, une réflexion sur l'identité, même peut-être l'autonomie d'une personne en situation de dépendance, et cela invite à reconfigurer des catégories majeures de l'éthique comme l'autonomie, mais profondément, et la question environnementale, la crise environnementale n'est pas seulement une crise de ressources, elle est fondamentalement une crise de la subjectivité, c'est-à-dire qu'elle engage notre manière de penser notre rapport à la nature et la manière dont nous habitons la Terre, dont nous habitons un milieu qui est hybride, qui est à la fois naturel et culturel, mais qui n'est pas seulement le socle ou le tremplin d'une liberté exilée et qui ferait de nous des êtres vivant dans un monde où la question écologique n'a pas de sens. Donc, la question de la subjectivité est au cœur de ce travail, et moi j'ai essayé, dans ce que j'ai appelé l'éthique de la vulnérabilité, de proposer une philosophie alternative du sujet, c'est-à-dire une philosophie qui justement ne définit pas l'homme par la liberté seulement, par la capacité à faire des choix en changer, mais qui est une réflexion fondamentalement sur ce dont nous vivons, sur la corporéité, sur la vulnérabilité, et qui aujourd'hui d'ailleurs s'étend à une philosophie plus complète, qui envisage aussi la réflexion sur ce que c'est pour nous que d'habiter la Terre, et donc cela fait signe vers une philosophie première, une philosophie qui pourrait mettre en place des catégories permettant d'articuler l'écologie et l'existence. Donc ces deux volets, ontologique et politique, eh bien ils s'articulent un peu différemment dans les deux livres dont j'ai parlé, mais alors, dans une première partie, si vous voulez, je vais brièvement présenter quelques-uns des thèmes que j'avais traités en bioéthique, donc parce qu'il est question des hommes, et aussi pour indiquer en quel sens la bioéthique a été un laboratoire pour la pensée, c'est-à-dire quelque chose qui a stimulé la réflexion éthique, mais aussi la réflexion politique, notamment sur les conditions de la délibération. Comment on délibère sur des sujets comme les questions dites de bioéthique, qui dépassent la coexistence pacifique des libertés, qui auront un impact sur le sens des institutions. Donc comment on fait sans introduire une vision moralisatrice du monde, c'est-à-dire sans fonder la politique
ou la délibération sur la vision religieuse d'un groupe, hein, ce qui serait pas conciliable avec la démocratie. Donc comment j'ai fait ce travail. Puis dans un deuxième temps, je présenterai les thèses principales d'éléments pour une éthique de la vulnérabilité, en particulier la place de la question animale dans la construction d'un concept rigoureux de la responsabilité, qui est le concept phare du travail que j'ai mené, et puis comment penser les modifications de l'éthique, quel décentrement de l'éthique est nécessaire pour faire entrer l'écologie dans nos vies, et troisième partie, quelle modification de la démocratie permettrait d'éviter la secondarisation de l'écologie dont on parle, mais qui finalement n'est pas traitée de manière transversale et souvent éclipsée à la faveur d'intérêts immédiats. Donc première partie, donc la bioéthique comme laboratoire pour la pensée et la question des conditions de la délibération. En effet, pour moi, la bioéthique a vraiment été un laboratoire pour la pensée. Je vais prendre un exemple. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la réflexion sur l'accompagnement des personnes souffrant de déficits cognitifs ou de handicap majeur, et en particulier souffrant de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui est un vrai défi, parce que la personne, comme vous le savez, a perdu le sens fonctionnel des objets, ne sait pas si la brosse à dents s'est brossé les dents ou autre chose, a perdu ce qui, dans l'éthique classique et dans la vie, conditionne notre rapport à autrui, la mémoire, hein. Ce qui fait qu'on peut tenir ses promesses, c'est qu'on sait ce qu'on a été. Donc la personne souffrant de la maladie d'Alzheimer au stade intermédiaire et final, a perdu certains repères temporels, même de sa vie, donc l'identité narrative, qui d'habitude fonde l'ipséité, l'identité personnelle, et elle est dans la dépendance. Hein. Au niveau physique, on ne peut pas tout à fait déglutir toute seule ou facilement, donc les aliments sont pas tout à fait solides, la boisson est pas tout à fait liquide, sinon il y a des risques. Bon, donc il y a une dépendance majeure. Or, si on pense que ces personnes n'ont pas d'autonomie, alors ça veut dire que dans l'accompagnement, de la part des soignants comme des aidants, la seule solution est de décider à la place de ces personnes. Mais moi, je me suis dit, finalement, c'est l'occasion de redéfinir ce qu'est l'autonomie. Et c'est l'occasion de penser l'autonomie comme étant quelque chose d'autre que la simple autodétermination. C'est l'occasion de penser l'autonomie comme étant autre chose que ce qu'on appelle la compétence juridique, qui est évidemment importante en droit. Hein, compétence, c'est qu'on a les capacités pour décider par soi-même. Bon. Mais justement, dans le domaine de l'accompagnement et en médecine, il faut avoir des catégories plus fines. Et donc, je me suis dit, en travaillant avec les aidants, les soignants, mais aussi en lisant des textes d'auteurs qui avaient travaillé là-dessus, qu'il fallait reconfigurer l'autonomie, et celle-ci désigne une double capacité. Premièrement, l'autonomie est le fait d'avoir des désirs et des valeurs, et les déficits cognitifs n'affectent pas la capacité d'une personne à avoir des désirs et des valeurs, mais ils affectent le deuxième sens de l'autonomie, qui est la capacité à les traduire dans les actes et à les exprimer afin de se faire comprendre par autrui. Donc cela voulait dire que, à la faveur de cette reconfiguration de l'autonomie comme double capacité, plutôt que d'être obsédé par l'opposition binaire, d'un côté une autonomie introuvable d'une personne complètement dépendante et de l'autre côté une bienfaisance médicale qui faisait hurler au paternalisme, eh bien plutôt que d'avoir ce schéma binaire, la reconfiguration de l'autonomie permettait aux soignants, aux aidants de voir qu'ils pouvaient soutenir l'autonomie d'une personne en situation de dépendance, et en l'aidant justement, en interprétant, déchiffrant sa volonté, en essayant de trouver des activités susceptibles de lui correspondre, donc de l'accompagner, c'est-à-dire d'aller la chercher là où elle est. Donc voilà, ça c'est un exemple d'un travail que j'ai pu faire, où on voit que les questions cliniques, eh bien, nous invitent à affiner les catégories et à avoir donc des schémas un petit peu plus subtils que ceux que nous avons, et à confronter même les philosophes à ces nouvelles réalités. De même, deuxième volet, si vous voulez, quand j'ai travaillé sur
en éthique médicale, moi, ce qui m'intéressait énormément, c'était de savoir comment on délibère sur ces questions, en évitant donc deux écueils. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, la fondation de la décision politique sur la vision du monde de quelqu'un, la vision religieuse du monde, d'un groupe ou d'une personne, et ce qui n'est pas compatible avec le pluralisme politique. Mais de l'autre côté, l'autre écueil, c'est bien le fait de s'en tenir seulement au consentement ou au vocabulaire des droits de l'homme. Parce que les technologies, mais même certaines pratiques médicales, ne posent pas seulement des questions relatives aux libertés ou à la coexistence des libertés, mais elles auront un impact sur le sens des institutions, sur l'avenir de la société, et donc comment faire pour éviter ces doubles écueils et en même temps arriver à quelque chose de commun, puisque la législation, il faut quand même arriver à quelque chose de commun, une décision. Alors pour moi, l'idée, c'était justement d'articuler la morale et le droit de la manière suivante, non pas il ne s'agissait pas de dire si telle pratique médicale ou telle biotechnologie était bonne ou mauvaise en soi, en vertu d'une idée du bien a priori, que un philosophe, par une sorte de hold-up théorique, imposerait, mais il s'agissait de mesurer la compatibilité entre telle ou telle pratique médicale et les acteurs et les institutions et ce qui existe déjà, et aussi donc de mesurer l'impact de ces pratiques sur le sens des institutions. Et on voit là qu'on a une lecture pas à pas qui permet de voir ce qu'une société est capable d'accepter ou pas, mais aussi de relever des incohérences et dans le droit et dans les pratiques, et aussi de voir que par exemple, par exemple, si on prend la question des modifications génétiques, somatiques ou germinales, c'est-à-dire qui pourrait passer à sa descendance, eh bien on voit que c'est problématique au sens où, en tout cas ça pose le problème suivant, c'est que si on les utilisait pour façonner, entre guillemets, ou augmenter le génotype ou le phénotype de sa progéniture, eh bien ça contredit le sens de la parentalité définie comme ouverture à l'altérité, ouverture à ce qu'on n'attendait pas. Avoir un enfant, c'est ça. C'est-à-dire on ne sait pas du tout comment il sera. Et c'est justement ça qui fait le sens de la parentalité. Et non le fait de designer, si je puis dire, quelqu'un, si vous me permettez cet anglicisme. Donc il y a une réflexion, et j'ai fait également beaucoup ce travail sur la question du suicide assisté, qui n'est pas, et de l'euthanasie, qui ne sont pas seulement des questions de droit, mais qui évidemment ont un impact sur le sens de la pratique médicale. Alors donc voilà, donc ça c'était un exemple. Et dernière chose, l'éthique de la vulnérabilité est née sur les bancs de l'hôpital, si je puis dire, bien son ambition ne soit pas seulement de parler des personnes vulnérables. Parce que l'éthique de la vulnérabilité est une philosophie du sujet qui est liée à, moi, ce que j'appelle une triple expérience de l'altérité, mais d'abord par la prise en compte de la fragilité du vivant, par la vulnérabilité qui vient de vulnus en latin, blessure, qui veut dire donc blessure, donc c'est l'idée d'une incomplétude du psychisme, d'une fragilité du vivant, de ce que Lévinas appelle le malgré soi. Toute vie est marquée par le malgré soi, la fatigue, l'insomnie, la douleur, c'est quelque chose que on ne veut pas, qui échappe à sa volonté, bien souvent à sa maîtrise, donc, et évidemment la mortalité. Mais la vulnérabilité n'est pas seulement la fragilité, elle est aussi, pour moi, la force, si je puis dire, elle est aussi la capacité à être concernée par ce qui arrive à l'autre, par être même blessée par ce qui arrive à l'autre, donc à être déportée de soi, c'est-à-dire qu'elle est liée à l'altérité en moi que désigne la responsabilité. La responsabilité à laquelle, à la suite de Lévinas, j'essaie de donner un contenu dur. La responsabilité qui n'est pas seulement l'obligation qui découle d'un engagement préalable, la responsabilité, répondre de quelqu'un qui vient du fait que je vois que mon identité est liée à la manière dont je réponds à l'appel de l'autre. Il y a l'idée de sortir de soi, d'aller vers l'autre, d'être concerné par ce qui lui arrive. Et
Et ça, justement, ces deux faces de la vulnérabilité, l'une comme fragilité, l'une comme force, eh bien, elles s'expriment dans le mot ouverture à l'autre, qui désigne à la fois le fait d'avoir besoin des autres, et on a besoin des autres parce qu'on est non suffisant, hein, on est dépendant ou interdépendant, mais on est aussi ouvert à l'autre au sens où on est concerné par l'autre. Et enfin, il y avait une troisième expérience de l'altérité qui est solidaire pour moi des deux autres et qui constitue l'éthique de la vulnérabilité, qui est justement l'intérêt pour les institutions de ma communauté politique, dans laquelle je ne suis pas forcément dans une relation non conflictuelle, en tout cas avec laquelle je n'ai pas de relation fusionnelle, mais qui constitue mon identité. Donc voilà, ce travail, et alors ce travail, déjà, dès ses premières manifestations, si j'ose dire, dans l'autonomie brisée, impliquait une réflexion sur l'animal, puisque l'animal a en commun avec nous au moins la première vulnérabilité, c'est-à-dire le fait que sa vie aussi est marquée par le malgré soi. S'il ne mange pas, s'il ne boit pas, eh bien, comme nous, il est dans une situation d'une détresse physiologique, et puis il est sensible à la souffrance et à la douleur et à la souffrance psychique. Donc, il y avait cela. Mais la différence entre le premier travail que j'ai mené sur ces questions et celui qui est plus récent, c'est que, justement, je reprenais ces questions mais dans le travail plus récent, l'accent porte moins sur l'objet de la responsabilité que sur le sujet. C'est-à-dire que c'est moins une façon d'étendre à d'autres qu'aux hommes ma responsabilité, donc je l'étendrai aux animaux, voire à la nature. La question est plutôt de m'interroger sur ce que nos usages des animaux et sur ce que notre manière d'habiter la Terre disent de nous. Donc le curseur est placé sur le sujet de cette éthique de la vulnérabilité. Et là, c'est là que je vais présenter la démarche générale donc de l'élément pour une éthique de la vulnérabilité. Alors, j'ai, si vous voulez, commencé par reprendre le travail déjà bien connu de ceux qu'on appelle les écologistes profonds, que Luc Ferry, dans un livre déjà ancien, Pourfend, mais qui à mon avis n'a pas lu forcément dans le détail. Et ces écologistes profonds, dont le maître est Aldo Léopold, lui-même auteur d'un très beau texte, Almanach d'un comté des sables, publié à la fin des années 40, eh bien, le mérite des écologistes profonds, c'est de montrer que l'écologie bouscule l'éthique, que l'écologie exige peut-être une éthique moins anthropocentrée, et assurément que l'écologie exige que on considère que la fameuse règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'il te fît, eh bien, ne suffit pas à motiver les individus afin que ces derniers opèrent les changements dans les styles de vie qui sont requis pour que l'écologie devienne réelle, c'est-à-dire pour qu'on fasse pas 2 pas en avant et 3 en arrière. Donc, puisque l'écologie est une éthique du quotidien, ça c'est pas eux qui le disent, c'est moi, mais une éthique du quotidien, des petites choses liées à la manière dont on produit, dont on consomme, dont on encourage telle ou telle production, tel circuit de distribution, et donc ça veut dire que la chose clé, c'est d'avoir le consentement des individus à ces changements dans les styles de vie, dans les habitudes de consommation. Alors, l'intérêt des écologistes profonds, c'est de situer la réflexion écologique à un niveau culturel et ontologique, et à un niveau politique, mais surtout à un niveau ontologique et culturel, qui nous évite, si vous voulez, de penser le développement durable, je dirais, qui nous évite de confiner la question écologique à la production de réglementations juridiques et économiques. Donc, ils ont montré également que l'écologie dérangeait l'éthique profondément parce que si on veut, par exemple, défendre la biodiversité, pas seulement le tigre d'Asie, mais toutes les formes de vie, eh bien, il faut introduire une catégorie qui décentre l'éthique. Cette catégorie, c'est celle de valeur intrinsèque. Alors elle est compliquée, on en parlera, mais en tout cas, elle veut dire que la valeur d'une espèce, la valeur d'un paysage, la valeur d'un animal n'est pas relative à l'usage économique que j'en fais, à l'usage instrumental que j'en fais, mais que ces écosystèmes, ces entités non humaines, eh bien, ont une valeur dont l'homme ne serait pas la source.
Alors moi, les deux questions que je me suis posées, c'est premièrement, quelle éthique rend possible la prise en compte de l'écologie dans nos vies? Et quel décentrement de l'éthique faut-il penser? Est-ce qu'on est obligé d'embrasser l'écocentrisme, c'est-à-dire une éthique centrée sur l'intérêt de l'écosystème, qu'on a parfois un peu de mal à voir, puisque la montagne, l'arbre, c'est quand même un petit peu différent de nous, ou bien est-ce qu'il ne faut pas commencer par l'homme, et ça va être ma manière de concilier l'écologie avec l'humanisme, et peut-être un humanisme rénové. Et la deuxième question, c'est quelle transformation de la démocratie rend possible l'entrée de l'écologie dans la politique et de manière démocratique, c'est-à-dire en s'appuyant sur le consentement des individus et non par la manière bureaucratique ou autoritaire. Alors, si vous voulez, donc, moi, par rapport à l'éthique environnementale, qui est aujourd'hui assez connue, qui vient des pays anglo-saxons, mais aussi du grand philosophe norvégien Anne Nars, qui a introduit le mot d'ailleurs d'écologie profonde, qui est mort il y a quelques années, eh bien, l'éthique environnementale est liée à une interrogation sur le statut moral des différentes entités non humaines, et à partir de là, en déduit la légitimité ou l'illégitimité des pratiques. L'éthique animale, c'est ça, et l'éthique environnementale, c'est on ajoute une réflexion sur une plateforme de normes environnementales, valeurs intrinsèques, biodiversité, etc., à partir desquelles on envisage une politique publique. Alors, bon, quand on lit Anne Nars, moi je trouve ça formidable, mais je me dis ça ne peut convaincre que les gens qui sont déjà un peu verts, si j'ose dire. Donc, moi je me suis dit que les échecs des écologistes profonds à procurer à l'écologie la philosophie qui peut-être lui permettrait de s'imposer, eh bien ces échecs sont une leçon. Il me semble que ce n'est pas en commençant par la nature que l'on peut procurer à l'écologie la philosophie dont elle a besoin. Il me semble que on peut évidemment commencer par la crise environnementale d'un point de vue méthodologique, parce que la crise environnementale a le mérite de souligner d'une manière aiguë et sans embâge que notre éthique est insuffisante et que nos institutions politiques aussi. Donc et en plus elle a le mérite de montrer à la fois la dégradation des écosystèmes, le fait que nous sommes dans une impasse, notre modèle de développement qui ne prend en compte ni la production, ni la limite externe de la production, c'est-à-dire les ressources qui sont finies, ni la valeur des êtres impliqués, humains et non humains, eh bien ce modèle de développement est essoufflé. Ce qui, d'ailleurs, au passage, souligne les trois dimensions centrales de la crise environnementale, la question des ressources, la question de la subjectivité du rapport à l'autre que soi, et aussi la question de l'organisation du travail et l'économie. Donc, si vous voulez, à la fois, on peut considérer que la crise environnementale est un point de départ méthodologique, mais selon moi, c'est en partant de l'homme et en construisant un autre humanisme que l'on peut justement tenir la promesse que les écologistes profonds n'ont pas pu tenir. Alors, mais cela veut dire construire un concept rigoureux de la responsabilité qui en souligne la rationalité parce que la compassion peut être une étape dans la responsabilité, mais la responsabilité n'est pas la compassion. Nous avons une responsabilité envers des êtres que nous ne voyons pas parce qu'ils ne sont pas encore nés. Les générations futures, on ne peut pas éprouver de la pitié pour les générations futures. Nous avons une responsabilité en raison de notre pouvoir technologique immense envers des êtres dont nous ne voyons pas le visage et qui sont trop nombreux pour que nous puissions nous les représenter, c'est-à-dire que notre responsabilité excède notre pouvoir de représentation, ce que Hans Jonas ou Günther Anders en leur temps avaient déjà dit. Donc ça veut dire qu'il faut construire un concept de la responsabilité rigoureux qui en souligne la rationalité, mais aussi la démesure. Et selon moi, la question, c'est d'ailleurs de savoir comment se rendre disponible à ce que ce concept de responsabilité, qui est un concept cardinal pour moi, pour l'éthique de la vulnérabilité, comment se rendre disponible à ce que ce concept de responsabilité exige de nous.
Alors donc, moi, en inscrivant la responsabilité au cœur du sujet, au cœur de la subjectivité, eh bien, j'ai indiqué, suggéré une philosophie qui n'est pas une philosophie de la liberté, qui n'est pas une philosophie du pour soi, qui est une philosophie où le sujet s'inquiète du devoir-être de son droit et intègre dans son vouloir vivre le souci de préserver la terre, de ne pas imposer aux autres espèces une vie diminuée et de ne pas usurper la place des autres. À partir du moment où on inscrit la responsabilité au cœur du sujet, on modifie le sujet, on le renverse et on modifie la philosophie qui n'est pas anti-humaniste, mais qui est un autre humaniste, un autre humanisme. Alors, la question, dans ce travail, dans cette construction d'un concept rigoureux de la responsabilité et dans cette réflexion sur ce qui peut nous rendre disponibles à ce concept de la responsabilité, eh bien, il y a eu des étapes et des champs de la réflexion qui d'ordinaire sont étudiés séparément, sont devenus les témoins d'une organisation sociale et politique problématique et même les épreuves de la justice. Alors c'est là que deux champs ont été particulièrement investis, la question de l'organisation du travail et le fait que c'était dans le texte de Sébastien Haffner que j'avais repris en exergue au chapitre sur le travail, c'est-à-dire que des êtres clivés ne peuvent pas être disponibles à la responsabilité. Et nous savons, nous faisons beaucoup de choses par notre modèle de développement qui a des conséquences, en particulier sur les animaux, et pas seulement sur les autres hommes, etc. Et nous continuons néanmoins. Nous continuons. Nous savons, mais nous continuons. Donc, moi, à travers ces enquêtes, j'ai essayé de voir comment on pouvait enrichir la philosophie du sujet, non pas la dénoncer, mais l'enrichir. Lui procurer quelque chose qui est à la fois radical et modéré, si vous voulez, mais qui la modifie. Alors, dans cette interrogation, la question animale, dont j'avais déjà souligné dans l'autonomie brisée la dimension ontologique et politique, joue un rôle majeur. Eh bien, la question de nos rapports aux animaux est, selon moi, l'épreuve de notre justice. C'est pas seulement les traitements que nous infligeons aux animaux, ne sont pas seulement des questions qui soulignent notre cruauté. C'est des questions qui mettent en question, c'est des questions qui mettent en cause notre justice, révélant qu'elle est une injustice. Pour cela, pour trois raisons. D'abord, parce que si, pour prendre l'exemple de l'élevage industriel, nous forçons les animaux d'élevage à s'adapter aux contraintes de l'élevage industriel, nous le faisons au mépris de leurs normes éthologiques. Nous le faisons au mépris du besoin qu'éprouve la poule d'étendre ses ailes, de gratter le sol, du besoin qu'éprouvent les cochons, qui sont des animaux très sociaux, de fouiner un petit peu, etc. Eh bien, cela veut dire, en faisant cela, en les forçant à s'adapter aux contraintes de l'élevage industriel, au mépris de leurs normes éthologiques, nous nous octroyons sur les autres vivants un droit absolu que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que ces normes éthologiques, ces besoins des animaux, nous pouvons les reconnaître, mais nous n'en sommes pas les auteurs. Donc là, il y a déjà quelque chose qui souligne, qui met en question les droits de notre droit. Deuxième raison, eh bien, l'élevage industriel, je reprends encore cet exemple parce qu'il est assez clair, eh bien, l'élevage industriel est lié à une confusion entre l'élevage et l'industrie, et c'est-à-dire que c'est à partir d'un chiffre optimal de la production animale que on a construit cet élevage, et cette organisation de l'élevage n'est pas sans rapport avec l'organisation du travail fondée sur un déni du sens de l'activité et de la valeur des êtres impliqués. Et les animaux ne sont pas les seules victimes de cette organisation aberrante, comme en témoignent les cadences infernales auxquelles sont soumis les employés des abattoirs. Et en révélant cela, je veux dire que la question animale et les traitements que nous faisons subir aux animaux sont un coup de projecteur sur l'organisation du travail des hommes et soulignent, si besoin, le lien entre conditions sociales et justice, conditions animales et justice sociale. C'était également dans un des textes de Mariouet qui a été lu. Donc, et une troisième raison pour laquelle la question animale est l'épreuve de notre justice, c'est parce que si
beaucoup l'image de l'homme auquel nous renvoient les traitements que nous infligeons aux animaux devient insupportable à un nombre croissant d'individus, eh bien le fait que cette réalité-là n'ait pas de traduction politique est un déficit démocratique. Donc moi, si vous voulez, j'ai essayé de sortir la question animale de la relégation hors du politique à laquelle des discours de l'indignation l'avaient conduite, pour en faire non seulement, en faire le levier, si vous voulez, d'une réflexion à la fois ontologique et politique. Ontologique parce que la question animale, quand on parle des animaux, on parle beaucoup de nous. C'est-à-dire que c'est la manière dont nous avons tracé les frontières de la morale en excluant, en mettant de côté ceux qui ceux qui étaient dans la communauté morale et ceux qui en étaient exclus, en les séparant. Et aujourd'hui, depuis Darwin, mais toutes les recherches des éthologues, des paléanthropologues discutent, contestent cette séparation abrupte entre liberté, instinct, nature, culture, et nous montre à quel point les animaux ont un comportement et ont une expression, ne sont pas du tout ni des machines, ni même des êtres rivés à leurs instincts, mais plus profondément aussi, la question animale nous oblige, en révélant, en pointant un petit peu, en nous mettant en cause le quiz du qui suis-je, le qui sommes-nous, eh bien, elle nous pousse à modifier l'organisation sociale du travail et l'organisation économique, et selon moi aussi à faire de la protection animale un nouveau devoir de l'État et pas seulement une question morale laissée aux associations, lesquelles au passage font un travail remarquable. Alors donc ça, c'était un travail qui suppose déjà un décentrement du regard, et mais le décentrement du regard auquel cette fois-ci l'écologie invite, je l'ai suggéré tout à l'heure, n'implique pas forcément l'adhésion à une éthique écocentriste, c'est-à-dire à une éthique où on parle d'abord du point de vue de ce qui est bon pour l'ensemble, hein, le système, l'écosystème, etc. Certes, c'est vrai qu'une gestion responsable de la nature implique la considération de ce qui est bon pour l'écosystème, donc à un niveau plus global que les individus, que les organismes. Hein. Et donc, elle se focalisera, cette gestion responsable, sur la préservation des espèces, non sur la vie des individus. Hein. Mais il me semble que cela, c'est une impasse un petit peu que de vouloir organiser, même l'entreprise et l'économie, avec la prétention qu'on pourrait se situer toujours à ce niveau global. Et de même, pour revenir à la question de la valeur intrinsèque, qui est la valeur phare hein, de l'éthique environnementale quand elle est née dans les années 70, eh bien, c'est vrai que la valeur intrinsèque est une notion critique très importante parce qu'elle met au jour les insuffisances de la notion classique de valeur, une valeur instrumentale. Elle montre aussi, on l'a dit, que l'homme n'était pas toujours la source des valeurs, mais que c'est en tout cas que les valeurs, la valeur d'une chose n'est pas relative à son point de vue. Cependant, c'est toujours l'homme qui confère une valeur aux choses. C'est-à-dire que si la valeur n'est pas anthropocentrique, elle est anthropogénique. Alors comment, et si vous voulez, la valeur intrinsèque, c'est une notion qui pose le problème suivant. Elle pourrait faire croire qu'il y aurait comme une valeur dans les choses, et puis qu'on pourrait le découvrir un petit peu cette réalité profonde des choses. Et évidemment, pour faire ça, il faut réintroduire le point de vue de Dieu, ou du moins une pensée métaphysique qui résiste pas tellement à l'analyse, ni à la philosophie du langage. Donc, comment maintenir cette notion de valeur intrinsèque, un pouvoir critique fort, sans être dupe, sans être naïf? Eh bien, je pense que, on peut considérer que cette manière pour traduire le fait que la valeur d'une chose ne dépend pas seulement de ce qui est bon pour nous, on peut se faire référence à l'esthétique qui est la contemplation, à la beauté d'un paysage, la contemplation est une activité qui a sa fin en elle-même, qui n'est pas utilitaire. Et récemment, dans un article d'un philosophe américain, eh bien, j'ai trouvé une comparaison entre la valeur intrinsèque et la valeur de l'amitié, au sens où justement l'amitié est une valeur dans la vie
mais qui est lié à la gratuité. Un ami, c'est pas quelqu'un qu'on voit pour quelque chose. Il y a l'idée de quelque chose qu'à sa fin en lui-même. Donc c'est tout à fait intéressant, mais je pense que la question esthétique est fondamentale. Et quand on pense à ce que c'est qu'habiter pour nous la Terre et de réfléchir à une écologie pour aujourd'hui, je pense que la dimension esthétique est fondamentale, de même la dimension du goût. Ce que le goût qu'ont les choses, ça c'est pour l'alimentation, mais aussi la valeur esthétique d'un paysage. Et Calicote, qui est un héritier d'Aldo Léopold, dans un texte publié dans l'Éthique de la Terre, il dit que quand il voit des paysages dégradés qu'il a connus autrefois plus beaux, il ressent comme une plaie dans son corps, justement, comme si la nature était sa peau. Alors ça ne veut pas dire que la nature est sa peau. Il se prend pas pour la nature, c'est pas cela. Mais c'est l'idée que voilà, il y a l'esthétique est vraiment une dimension fondamentale et peut-être le chemin vers une écologie et peut-être un autre humanisme. En tout cas, bon. L'intérêt de ces notions de valeur intrinsèque, c'est donc qu'elles suggèrent qu'il y a des limites à l'action de l'homme imposées par les animaux, les écosystèmes, dont les intérêts peuvent être menacés par notre action. De même, tout ce travail va de pair avec une créativité au niveau du droit, puisque nous vivons encore en régime de droit romain avec d'un côté les choses et de l'autre côté les personnes. Alors déjà en bioéthique, on sait qu'il y a des choses qui sont ni des choses ni des personnes, qui sont comme les cellules, comme les gamètes, bon, alors, le fœtus, etc. Et qui sont d'ailleurs très différents de gamètes, parce que fœtus, c'est quand même, on commence tous à être un fœtus. Donc, mais avec aussi l'écologie, c'est pareil. Les animaux sauvages sont des res nullius encore aujourd'hui. Donc des choses qui sont à personne. Et peut-être faut-il penser aujourd'hui ou repenser les res communis, les choses communes dont il s'agit de gérer la rareté et la notion de patrimoine. Donc mettre une limite à l'action individuelle de l'agent moral et cette limite étant le respect du patrimoine, de l'humanité ou même la survie d'une espèce, comme disait Claude Lévi-Strauss, qui à la fin du Regard éloigné, dans un nouveau texte court que je trouve remarquable, Réflexion sur les libertés négatives, il dit que les droits de l'homme, ceux de même la Déclaration universelle de 48, eh bien fondent ou assoient les droits de l'homme sur l'agent moral individuel. Or, c'est complètement aberrant, car les droits de l'homme individuels ont une limite quand l'action de ces hommes met en péril la survie d'une espèce. Pas d'un individu. Pour Lévi-Strauss, on peut tuer un ou deux cochons, mais la survie d'une espèce. Donc ça, c'est tout à fait intéressant pour penser une justice entre les espèces. Et en tout cas, la question de la justice, à partir du moment où, comme moi, on inscrit la responsabilité au cœur du sujet, même les théories de la justice égalitaire changent, puisque la justice devient le partage des ressources avec les autres hommes, avec les autres hommes présents et futurs et avec les autres espèces. Ce qui ne veut pas dire que les devoirs envers nos frères humains sont les mêmes que les devoirs envers les animaux. Accorder une considérabilité morale à un être, à des espèces, tenir compte des autres espèces ne veut pas dire qu'on les considère comme nous et qu'on confond les registres. Donc, alors voilà, donc bon, moi j'ai fait ce travail dans ce que j'ai appelé donc l'éthique de la vulnérabilité que j'ai repris et aujourd'hui j'approfondis ce travail dont le cœur était une réflexion sur la corporéité. La corporéité, c'est plus qu'avoir un corps. La corporéité, c'est insister sur justement cette passivité, ce malgré soi, disait Lévinas, ce qui met en question, qui met en cause la prétention de la conscience, à toujours accorder un sens, à toujours maîtriser. Le corps nous retarde. Mais aujourd'hui, au lieu de m'interroger seulement sur la dimension de vulnérabilité, de passivité, donc de fragilité, de souffrance, je m'interroge aussi sur la jouissance, c'est-à-dire sur le vivre d'eux, sur ce dont nous vivons et qui ne nous asservit pas, mais qui nous plaît. D'où la dimension esthétique qui prend de plus en plus de place dans ce travail, qui renvoie à ce que j'appelle les nourritures, c'est-à-dire les nourritures pour nommer ce dont nous vivons, et ce dont nous vivons, c'est à la fois naturel et culturel. Nous vivons dans une ville, nous vivons de bonnes soupes d'air, de spectacles, dit Lévinas. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une réflexion sur une nouvelle... L'ambition serait d'articuler l'écologie et l'existence pour fonder une philosophie de l'existence qui tient
compte de ce que c'est qu'habiter la terre, de ce que c'est que l'oikos, le foyer des terriens, et qui n'efface pas la spécificité de l'homme, mais qui l'inscrit dans un monde qui n'est pas seulement un monde humain, mais qui est un monde donc hybride et complexe. Alors, et de même, en pensant cette catégorie de la jouissance et pas seulement de la passivité, eh bien, je donne une couleur un petit peu moins, si vous voulez, culpabilisée à ce travail, puisque la question de l'éthique de la vulnérabilité était hantée par la question du droit à être, de est-ce que ma place au soleil est usurpation de la place d'autrui par moi affamé, dit Lévinas. Et bien là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus au niveau d'une réflexion plus pour quel type de société nous voulons transmettre, quelque chose d'un petit peu plus peut-être positif. Alors, dernier point, l'écologie et la politique. J'en ai parlé, c'est un volet central, puisque la démocratie représentative, qui est la nôtre, elle est née au XIXe siècle dans un contexte économique, mais surtout démographique et technologique très différent du nôtre. Nous n'étions pas 7 milliards, nous ne prenions pas l'avion, bref, rien à voir avec l'empreinte écologique de chacun d'entre nous, en tout cas dans les pays riches aujourd'hui. Cette démocratie représentative qui sert et représente les intérêts immédiats des hommes actuels et en plus avec la course aux élections qui incite au présentisme, eh bien, elle a peu de chances de faire entrer le souci du long terme et que requiert une gestion adaptée des problèmes environnementaux. Alors, comment trouver des contrepoids au présentisme ou à la myopie auquel nous conduit la course aux élections et la démocratie représentative? Alors, l'écologie politique a été rénovée depuis la fin des années 90 par un certain nombre de gens, Bruno Latour, Dominique Bourg plus récemment, mais d'autres aussi, qui invitent à étendre le système représentatif, en tout cas à faire bouger un petit peu cette démocratie représentative pour trouver, pour que d'une part les sciences ou les données des sciences entrent dans la composition d'un politique, du politique, dit Latour, le politique n'étant pas défini a priori, mais se définissant au fur et à mesure, parce que les virus, les bactéries, les technologies entrent dans nos vies. Donc du coup, la politique est une cosmopolitique, et moi j'ajouterais la politique est une zoopolitique, puisque nous mangeons, nous produisons, etc. les animaux. Donc comment faire entrer aussi les données des sciences qui, même si elles ne donnent pas forcément des certitudes, loin de là, mais elles sont importantes à tenir en compte, évidemment, tenir compte des sciences, mais sans fonder la décision politique sur la science. Sinon, ce serait une expertocratie et ce serait à la fois rater ce qu'est la prudence politique et rater le rôle de la science qui n'est pas de trancher ni d'émettre des recommandations, mais d'introduire, je citerai encore Latour, de la perplexité dans le monde. Donc là, il y a quelque chose d'assez complexe et qui, sur le travail respectif des décideurs et des experts, sur la manière de faire entendre leur voix sans les instrumentaliser, ce qui n'est pas évident, mais aussi pour envisager, ça je pense que c'est très important, une modification des instances délibératives, alors peut-être pas comme le veut Dominique Bourg, qui est très intéressant et un peu fantaisiste, mais ça va ensemble, et qui dit qu'il faudrait carrément mettre les organisations non gouvernementales environnementales, tirées au sort et fur et à mesure, au sein des instances délibératives, un peu comme d'autres députés, quoi. Moi, je pense qu'on pourrait envisager effectivement des modifications des instances délibératives, mais donnant à ces représentants des autres espèces ou des préoccupations environnementales, en leur donnant un rôle de veille et de vigilance, un rôle consistant à mesurer la compatibilité entre telle ou telle mesure encourageant la croissance et la prise en compte des normes, des préoccupations environnementales. Ça éviterait le traitement atomiste qu'on a aujourd'hui de la question environnementale. La question environnementale, comme la question du lien intergénérationnel d'ailleurs, est une question qui ne peut pas être traitée par un petit ministère d'un côté et puis après les autres ministères font exactement le contraire de ce qui est promu par la défense de l'écologie. Sinon, ça c'est du développement durable, c'est-à-dire ça foire. C'est-à-dire c'est un tout à l'heure. On en parlera peut-être. Alors que si on fait un traitement transversal des questions écologiques qui concernent fondamentalement l'oikos, la manière dont nous habitons la Terre, qui invite à une redéfinition du rôle de l'économie et sa place, et qui concerne l'alimentation, l'éducation, on a un traitement transversal et donc l'écologie ne peut pas être confiée à un seul ministère comme ça et puis on croit que tout est réglé, au contraire.
Donc là, il y a vraiment, si on prend au sérieux l'écologie, il faut faire bouger la démocratie, mais peut-être plus la compléter que la critiquer, puisqu'on n'a quand même pas trouvé mieux jusqu'à présent que la démocratie représentative. Donc là, il y a tout un tas de choses qu'on peut envisager. Et puis, dernier point, il y a un changement de culture politique qui est à l'horizon de ces questions. Parce que les débats écologiques ont ceci de très spécifique par rapport au débat sur la fiscalité ou à tout autre débat politique, qu'ils ne relèvent pas seulement, qui ne révèlent pas seulement des conflits d'intérêts, mais des conflits de valeurs. Et ils exigent l'explicitation, la formulation des positions ontologiques qui sous-tendent chacune des positions sur l'eau, sur le territoire, etc. Quand on voit ce qui s'est passé à Nantes, là, avec le conflit qui opposait ceux qui résistaient à cet aéroport et les autres, on voit bien qu'il y a un conflit de valeurs et écarter d'un revers de main le fait que l'importance que revêt un territoire pour des personnes, l'importance esthétique et affective, c'est quelque chose de forcément très dommageable. Il y a les questions écologiques exigent d'enrichir les débats en explicitant les positions esthétiques et ontologiques qui sont derrière chacune des positions. Sinon, eh bien, on aura les réponses avant d'avoir conduit un débat, et donc il y a un déficit démocratique majeur. Donc là, tout ça, ça veut dire que les problèmes environnementaux ne peuvent pas non plus être résolus de manière technocratique, par des mesures abstraites venues d'en haut, et que l'on peut donc reprendre toutes les théories dont on dispose aujourd'hui en philosophie politique sur ces transformations de la démocratie vers plus de participation, sur l'idée d'une extension du système représentatif, et bien sur la théorie des parties prenantes, qui d'ailleurs s'est illustrée dans la gestion de l'eau, où il y a ce qu'on appelle la gouvernance des élus, mais aussi d'autres usagers. Donc tout cela fait que nous avons des outils, mais il manque un petit peu une structuration intellectuelle ambitieuse, et c'est pourquoi, et je finirai par cela, il me semble qu'un des rôles des tâches de la philosophie serait de procurer à l'écologie justement une philosophie de l'existence à la mesure des défis qui s'imposent à nous, pour repenser justement la place de l'écologie dans nos vies, la place, qu'est-ce que c'est qu'habiter la Terre. Alors donc tout ce que j'ai dit en conclusion sur les innovations, enfin ce que j'ai suggéré sur les innovations philosophiques et politiques qui devraient s'ensuivre de la prise en considération de la question animale et de l'écologie, et donc d'une nouvelle conception du sujet, eh bien conduisent en fait à souligner l'importance de l'autonomie. L'autonomie, j'ai dit au départ qu'on peut aller la reconfigurer pour la rendre utilisable en médecine, mais l'autonomie est fondamentale à partir du moment où l'idée est non pas de préconiser un gouvernement technocratique ou un, entre guillemets, écofasciste, mais de s'appuyer sur le consentement individuel, sur les changements dans les styles de vie auxquels les individus sont appelés à... Enfin, sur les changements dans les styles de vie qui sont requis. Et l'idée est aussi de se réapproprier son pouvoir de décision. Car une des menaces qui pèsent sur nous, c'est vraiment de plus en plus de subir la bureaucratisation de la vie politique, de ne pas pouvoir maîtriser les décisions qui sont imposées par un État lui-même à genoux, qui cède à la pression des lobbies, de certaines entreprises privées constituant un monopole. Au contraire, une production agricole locale, comme on le voit avec les AMAP, une agriculture biologique indépendante de l'industrie agrochimique, un développement des énergies renouvelables, tout cela, eh bien, entraîne sinon un recul de l'État, du moins sa redéfinition, puisque l'État, loin d'être un maillon dans la chaîne d'hétérorégulation qui nous aliène, eh bien, doit soutenir l'autonomie des individus. Alors, là aussi, donc, autre chose qui est avec l'autonomie, il y a l'audace, l'inventivité, qui sont les mots-clés de cette organisation sociale et politique. Et il me semble que pour penser cette source de l'obligation,
qui poussent chacun à peut-être revoir sa consommation ou modifier certaines choses dans sa consommation et ses styles de vie, eh bien, il y a l'idée, je crois que ça ne peut se faire que si on dispose d'une autre manière de penser le sens de l'existence et de penser justement la subjectivité dans son rapport avec l'oikos, avec le partage des nourritures. Donc, je crois, là, il y a un programme pour les philosophes qui est tout à fait fabuleux, hein, un défi fondamental. Moi, j'ai deux options, deux propositions en cours, qui, l'un, en volet politique, puisque je crois que ce qui est visé derrière tout cela, à terme, c'est les modifications du contrat social, hein, les modifications des termes du contrat social, et puis l'autre volet ontologique, c'est effectivement une sorte de nouvel universalisme, non pas fondé sur la raison comme Kant, mais qui met au jour des structures de l'existence où l'homme n'est pas seulement liberté, mais prend en compte tout ce que je viens de dire. Mais évidemment, il faut leur donner une forme philosophique structurée. Alors, je finirai par une citation de Castoriadis, qui en 99, dans Un monde à venir, eh bien, disait quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. Ce qu'il nous faut, c'est une création imaginaire, hein, mettant au centre de la vie humaine d'autres significations que l'expansion de la production et de la consommation, et posant des objectifs de vie différents, qui puissent être reconnus par les êtres humains comme valant la peine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Corinne Pelluchon. Je crois que vous avez nourri nos réflexions. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite faire des commentaires, échanger sur cette conférence très riche? Oui, madame. Oui, bonsoir. Vous disiez qu'il fallait repenser l'écologie, mais repenser l'écologie, c'est accepter de moins consommer, c'est accepter de moins produire, c'est aussi accepter de réduire le temps de travail, parce que ça ne sert plus à rien de travailler autant si on diminue la production, mais ça veut dire aussi accepter que des gens soient plus au chômage. Et ça, moi, je ne sais pas comment vous voyez l'avenir. Comme vous dites, les gouvernants ont un laps de temps pour appliquer leur politique. Et nous ne vivons pas suffisamment longtemps pour pouvoir observer une nouvelle évolution de la société. Alors, est-ce qu'on est prêt? Et puis moi, je trouve également que les écologistes qui sont au gouvernement n'appuie pas assez sur le problème de trop consommer, trop produire, et finalement on ne les entend pas là-dessus. Vous avez parfaitement raison. Ce que vous dites me fait penser, me rappelle ce que disait André Gortz. Peut-être que vous avez en tête ce qu'il dit sur le fait de moins produire. Peut-être, mais moi je dirais d'abord peut-être consommer autrement déjà. Et peut-être avec privilégier les circuits courts, tout ça. Bon, mais de toute façon, le temps de travail, ça c'est une question peut-être un peu complexe ici. Moi, je suis pas sûre que ce soit la solution, mais en tout cas, la question importante que vous posez, je crois, et qui est à l'horizon de ce que vous dites, c'est la transition vers un autre modèle économique. Ça, c'est sûr. Nous connaissons maintenant très bien les critiques qu'André Gortz et d'autres ont adressées au capitalisme comme système de domination, pas seulement comme économie, mais comme mode d'existence, qui impose, qui est une crise qui est toujours liée à la surproduction et qui impose via le marketing aux individus des besoins. Des besoins qui sont d'ailleurs toujours frustrés puisque on va au début il y a la voiture et pas personne en a, et puis après il faut tout le monde en a, etc. Ça crée des contre-productivités, etc. Donc ça c'est sûr. C'est un système qui a une anthropologie d'ailleurs particulière puisque c'est le fait de consommer et de posséder des choses que les autres ne peuvent pas avoir et auxquelles sont attachés un certain privilège. Donc là, effectivement, le capitalisme, mais les critiques du capitalisme
comme économie et comme mode d'existence, comme système, comme idéologie, elles existent. Il y a d'ailleurs récemment un très beau livre au PUF qui a été publié là-dessus. C'est une vraie critique du capitalisme tout à fait intéressante. Bon. Moi, je pense que, néanmoins, l'écologie doit, me semble-t-il, accéder à une phase constructive et pas seulement critique et pas seulement contestataire et encore moins et sortir du créneau libertaire, voire libertaire de gauche dans lequel elle s'est trop souvent enfermée. Car ici, il s'agit de penser une autre économie, il s'agit aussi de penser l'écologie au cœur des entreprises. Et je dis ça alors que je ne crois pas du tout au développement durable. Le développement durable, c'est un mot, deux mots bizarres, d'ailleurs qui vont pas tellement bien ensemble, développement et soutenable, mais qui surtout font à croire que la croissance économique non revisitée, non pensée, non définie, la justice sociale et le fait de faire attention aux ressources limitées, ça va ensemble. Non, le développement durable est voué à ce qui se passe à la Banque mondiale, c'est-à-dire il y a des programmes pour lutter contre la déforestation, la biodiversité, et puis finalement, petit à petit, les préoccupations environnementales sont éclipsées, et on a quoi? De la bureaucratie. Puis des experts qui discutent d'autres experts, etc. Bon, ok. Non, plutôt là, il y a une autre, la question des énergies renouvelables, les choix technologiques et d'énergie sont des choix de société. Pensons avec le nucléaire, qui suppose un État centralisé, policier, du secret, bon. Alors que les énergies renouvelables, il ne peut pas y avoir de monopole sur les énergies renouvelables. Alors que sur le nucléaire, si, c'est sûr. Donc bon, les choix d'énergie sont des choix de société, sont des choix politiques qu'on nous fait passer pour des choix techniques. Mais donc là, s'il y a l'écologie aujourd'hui, moi je pense qu'au niveau politique, il y a une réflexion économique, c'est sur l'économie, sur quelle économie, quelle place de l'économie dans la société, pas une fin en soi. Donc là, il y a effectivement une autre chose que le capitalisme qu'on a connu, le capitalisme financier, voilà. Mais c'est aussi une réflexion justement sur la limite de la consommation, de la production. Vous avez complètement raison. Et je crois aussi sur cette création imaginaire dont parle Castoriadis. Et si on ne pense pas l'importance du goût, moi, je crois qu'une des questions clés aujourd'hui, c'est la place de l'agriculture dans la culture, c'est l'alimentation. Ça, ce sont des secteurs extrêmement porteurs pour faire avancer les choses. Et voilà, donc le credo, si vous voulez, moi je trouve les livres de Serge Latouche tout à fait intéressants sur la décroissance, qui n'est pas seulement lié à la frugalité, au fait de consommer moins. Mais moi je crois vraiment que c'est plutôt une phase constructive. Si l'écologie est inscrite au cœur de nos vies, alors c'est une autre manière de penser le sens de l'existence, c'est une autre manière de considérer la place de l'économie et donc d'outils différents, y compris dans les stratégies environnementales, dans leurs dimensions économiques qui sont en jeu. Et il y a aujourd'hui, même à Dauphine ou au sortir de Polytechnique, de jeunes gens qui travaillent là-dessus, ce qui est quand même sans être prisonnier de schémas faciles, quoi, sans être... voyez. Donc là, moi je suis d'accord avec vous, les Verts au pouvoir ne donnent pas tellement envie. Et sont voués à... D'abord, ils se cantonnent plus ou moins, ou ils sont obligés d'être comme cela dans la contestation. Oui, mais on voit bien, aujourd'hui, on voit bien que l'écologie est complètement secondarisée. Enfin, si elle était au cœur... il n'y aurait pas la politique agricole, l'éducation, l'alimentation ne serait pas envisagée de cette façon-là. Donc, mais bon, en même temps, il y a quelques voix qui émergent, il faut un peu de temps. Il faut surtout des figures nouvelles de l'écologie. Après tout, les féministes ont eu leurs figures, Simone de Beauvoir, tout ça. Aujourd'hui, il faut de nouvelles figures. Et moi, je crois aussi, surtout dans un pays comme la France, plutôt que de singer ce que font les Américains, moi j'adore l'Amérique, enfin, je pense que c'est pas la peine de reprendre toujours ce que font les Américains. Nous pouvons, dans la pensée, nous pouvons, à partir de nos traditions, au pluriel, philosophiques, mais aussi religieuses et autres, et à partir de ce qui est spécifique en France au niveau du goût,
de la civilité, nous pourrions redessiner une manière de penser l'écologie, c'est-à-dire la manière d'habiter la terre, de s'alimenter, de penser la saveur, les paysages, etc. Je pense que ça pourrait être même une chance. Et pourquoi pas, on pourrait même faire du profit, parce que ou faire de l'argent, parce que le but, c'est quand même pas d'être pauvre ou d'être complètement ruiné. Je crois que... Pour rebondir sur ce que vous dites, je suis là. Oui. En fait, pour développer notre conscience écologique, ça suppose, de ce que j'ai compris dans votre exposé, ça suppose qu'on remette en cause notre posture, notre conception par rapport aux animaux, par rapport à la nature. C'est une révolution anthropologique. Et narcissiquement, c'est difficile parce que l'homme, depuis longtemps, se considère comme l'être supérieur et il a ontologiquement beaucoup à perdre, si ce n'est que il peut être motivé par la solidarité avec ses frères les hommes, ses frères les animaux, le respect de la nature, mais j'ai du mal je suis assez pessimiste sur la révolution ontologique qu'il doit faire dans sa tête pour pouvoir promouvoir, vivre écologiquement, en tout cas faire un effort tous les jours dans ses actes d'achat, de consommation, parce qu'il a beaucoup à perdre dans sa tête, quoi. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, alors moi je pense, vous avez peut-être raison d'être pessimiste, mais je ne sais pas s'il a beaucoup à perdre, et je ne sais pas si l'homme a toujours été vu comme supérieur. Si on voit les anciens, ou Aristote, nous sommes dans un monde sublunaire, les astres sont beaucoup plus grands que nous, donc toute la cosmologie classique, jusqu'au Cicéron, tout ça, non, l'homme n'est pas au cœur des choses, même chez Descartes. C'est pour ça que j'avais choisi ce texte de Descartes, parce que Descartes, on le prend pour un vilain garçon qui serait responsable de tous nos maux, mais Descartes n'était pas anthropocentriste, et et dans la Bible, Dieu fit les animaux selon leur espèce, pas selon notre point de vue, et il vit que cela était bien. Dans toutes les autres sagesses, le bouddhisme et tout ça, voyez, donc l'homme n'est pas, c'est plutôt 19e siècle qu'il a eu cette posture un petit peu de dominateur, si je puis dire, mais elle est assez récente, d'abord. Ensuite, et elle n'est pas du tout, par exemple, judéo-chrétienne, puisque si vous regardez les récits de la création, l'homme est le jardinier de Dieu, l'intendant, donc il n'est pas le maître de l'univers. Alors maintenant, il faut une révolution, oui, quand même, parce que c'est la question, et c'est l'humanisme en question. Mais moi, vous voyez, je pense que l'écologie n'enterre pas l'humanisme, elle le rénove de l'intérieur. Et elle n'enterre pas l'humanisme parce que nos frères humains, oui, mais les frères animaux, non, les animaux ne sont pas nos frères. Il y a une étrangeté vraiment importante. Nous sommes très différents, souvent nous ne les comprenons pas. Même Montaigne, dans l'Apologie, vraiment c'est bon, Montaigne qui est une voix si singulière, quand il parle de son animal de compagnie, qui est une minette, eh bien il dit, je joue avec elle, je ne sais pas si c'est plutôt elle qui joue avec moi, je ne comprends rien, quoi. Il souligne cette étrangeté. Il faut penser l'hétérogénéité, l'étrangeté, vraiment l'altérité radicale. Les animaux, c'est vraiment très différent de nous. Donc, on peut pas. Et je crois que ceux qui font des animaux notre prochain se trompent, parce que le prochain suppose, la fraternité suppose que, plus que la solidarité, ça suppose que l'autre est différent, mais qu'il est aussi ce qui me met en question et celui que je peux vouloir tuer, justement, parce que son altérité me dérange et je veux la posséder. Alors que l'animal, j'ai pas dit que le fait de tuer un animal était rien, je pense que c'est quelque chose de majeur, mais l'animal ne me met pas en question comme l'autre humain me met en question. Il n'y a pas le même rapport, il n'y a pas la même... voilà. Et en plus, quand vous dites narcissiquement c'est difficile, moi je crois que c'est le contraire. Parce que l'homme a quand même un pouvoir technologique. Et si les animaux ont de l'empathie, y compris entre espèces différentes, ils n'ont pas la responsabilité telle que j'en ai parlé.
c'est-à-dire cette capacité à vraiment se sentir responsable d'êtres qu'on ne voit pas, qui viendront après, etc. Comme disait Aldo Léopold, le pigeon ne pleure pas la disparition de la baleine bleue, l'homme si. Donc, je crois que, non, ce qui est mis à mal, notre conscience écologique, moi je pense que, en plus, si on pense le goût, par exemple, là, si on met au cœur de l'écologie l'esthétique, le goût, la dimension du bien vivre, de ce que c'est pour nous que de profiter de la vie, d'un paysage, etc., je pense que c'est tout à fait accessible à beaucoup de personnes, hein, plus que le discours philosophique qui est toujours un petit peu abstrait et, voilà, et qui construit pour le long terme. Mais ce qui est embêtant, c'est plutôt... Je ne sais pas si on peut s'appeler ça la dénégation ou le clivage, le fait ou la routine que les gens ils continuent à consommer comme ils continuent. Et qu'il y a, vous voyez, il y a voilà, ils continuent à consommer, on est tous piégés plus ou moins parce qu'on est tous sollicités, il y a publicité, et puis donc là il y aurait un travail par petits pas à faire. Je crois, moi c'est pourquoi je crois beaucoup à une éducation qui commence par l'alimentation. Ça, je suis persuadée que par ce biais, on peut avancer. Mais voilà, je ne crois pas qu'il ait beaucoup à perdre. Je crois que ce qu'il va perdre surtout, au-delà de tous les discours catastrophistes, c'est la dégradation de son mode de vie. Pas seulement parce que les paysages sont dégradés, que les aliments sont... voilà, mais... et nous sommes de toute façon, nous avons, si je puis dire, la chance d'être en pleine crise, et on voit bien que notre modèle de développement est essoufflé. Alors, il est essoufflé au niveau économique. Il est créateur d'inégalités, de tristesse. Et bon... L'élevage industriel, je ne vais pas, comme disait Derrida, c'est pas la peine de mettre ça en tableau. Moi, je peux vous décrire par le menu la manière dont on fait le foie gras, par exemple, par le menu. Et je peux d'autant plus vous le décrire que moi, je suis née dans une région où on en faisait, mais on en faisait il y a 40 ans, c'était différent. J'aimais pas, hein. Mais moi, je mange pas de viande. Mais alors, le foie gras, je l'interdis même à mes parents. Mais vous voyez, il y a 40 ans, le foie gras, on gavait les canards à la main. Maintenant, c'est insoutenable. Insoutenable. Mais qu'un pays, droits de l'homme, civilité, continue de promouvoir le foie gras tel qu'on le fait avec cette torture en boîte, inimaginable. Un ministre a défendu ce produit. Bon, ben là, c'est vrai qu'on mesure l'écart qu'il y a entre une réflexion qui convainc de plus en plus de personnes, parce que même quelqu'un qui mange de la viande, il peut reconnaître que la manière dont on fait le foie gras aujourd'hui, ça ne va pas. Et même, moi, je vous disais, j'ai vu la manière dont on faisait le foie gras il y a à peu près 40 ans, c'était pas pareil. C'était pas terrible, mais le canard, quand il n'en voulait pas, on le laissait. Partez. Il n'était pas complètement perforé, il n'avait pas des diarrhées. Bon, c'était évidemment, le foie gras est un foie malade, mais c'était pas là la manière dont on le fait nous accuse. Nous accuse, ça c'est sûr. Nous accuse, cette violence-là nous sautera au visage. Mais il faut qu'elle nous saute au visage. J'espère qu'à l'avenir, nous serons de plus en plus nombreux et que nous arriverons à faire entrer cette question en politique. Moi, je le pense. Mais à condition d'être un peu malin aussi. De ne pas seulement avoir le discours de l'indignation et de ne pas confondre les registres. Les animaux sont pas... c'est pas nos semblables, c'est pas nos frères humains, c'est différent. C'est très différent. Regardez, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Werner Herzog, ce documentaire qui est magnifique, Grizzly Man, sur un homme qui est un petit peu dérangé, comme souvent les gens très investis dans la cause animale, mais c'est vrai. Mais bon, il est très dérangé, comme le protagoniste des Racines du ciel, Morel, qui adore les éléphants, un petit peu dérangé aussi. Mais donc le héros de ce film, je vous conseille de le voir, Grizzly Man, il aime tellement les ours qu'il y va pendant longtemps, mais ça se termine mal, quoi. Parce qu'un ours, c'est quand même... il se fait bouffer par l'ours. Oui, un ours, c'est un ours. C'est pas... Comprenez, il vaut mieux dormir avec un frère humain. On risque...
faut se faire tuer aussi. Mais bon, enfin, voilà, l'ours, ben voilà, bon, ben il l'a dégommé, voilà. Mais c'est très intéressant. C'est sur la cause animale, la protection animale, l'intérêt, la question animale ou la dénégation de cette question, c'est très sensible parce que l'animal, c'est évidemment a avec nous cet animalisches Wesen, cette animalité, et les animaux sont à notre disposition avec nos fusils, donc voilà, ça met à l'épreuve notre capacité à résister à notre puissance technologique, à tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, je pense que je crois que l'homme n'a pas à y perdre. Je pense que on a plus à perdre à continuer comme on fait. On perdra comme voilà, on perdra et c'est pas comme les guerres où il y a un vainqueur et un vaincu. Là, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Sans être alarmiste ni catastrophiste, mais bon. Mais c'est vrai que moi je crois vraiment que la question fondamentale, l'écologie peut pas être dissociée de l'humanisme et que c'est en partant de l'homme qu'on protège la nature. C'est en partant de l'homme qu'on protège l'animal et la nature, etc. Et c'est donc en construisant une autre philosophie du sujet et en pensant autrement le rapport de l'homme à son propre corps, à son environnement, à sa manière de vivre dans son milieu, que l'on peut modifier certaines choses. Alors après, il a fallu tellement de temps pour que les textes des philosophes sur le féminisme, sur les droits de l'homme passent dans la société. Finalement, nous aujourd'hui, tout homme est égal à tout autre en dignité. Bon, c'est une évidence. Enfin, c'était pas le cas. Quand on lit l'Iliade et l'Odyssée, Ulysse, quand il arrive, il en massacre un certain nombre qui n'ont pas, et il considère ses esclaves comme ses choses. Bon. Donc il y a quand même, voilà, c'est pas grave qu'il y ait un décalage comme ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de travailler et d'être plusieurs à travailler vers quelque chose qui est très stimulant au niveau intellectuel. Parce que la question écologique, et toutes ces questions qui m'intéressent, moi, mais en particulier les questions écologiques, eh bien, permettent de voir ce qui, dans notre grande tradition philosophique, a été oublié. Comme par exemple le fait que, parce que nous avons une tradition un peu dualiste, les philosophies de l'existence et la liberté, l'homme arrachement à la nature, voilà, le découpage, liberté, instinct. Bon, on a peut-être oublié la corporéité, mais on a peut-être oublié aussi, alors ça, la modernité, le travail, la corporéité, mais on a peut-être oublié aussi le rapport justement au milieu, à l'espace, ce que c'est qu'habiter. Et donc voilà, je pense que ça c'est et je crois que quand Castoriadis parle de création imaginaire, moi je vois pas seulement une création conceptuelle ambitieuse, mais aussi un travail au niveau des arts, au niveau du goût. Je crois que évidemment il y a des pratiques, mais au niveau des pratiques, il y a aujourd'hui pas mal, dans la société civile, comme on disait au XIXe siècle, il y a pas mal de personnes qui échangent les savoir-faire sur la permaculture, sur l'agriculture biologique, qui s'y montrent quand même une certaine vitalité. Bon, voilà, donc je crois qu'il y a quand même il y a quelque chose en cours. Bon, voilà. Bonsoir. Oui. Vous disiez que c'est en partant de l'homme. Ce serait un homme nouveau, un homme libéré, un homme de la caverne, disons un homme de l'allégorie de la caverne libérée de ses chaînes. C'est une première question. Et puis une deuxième, vous parlez de la redéfinition de l'écologie. Est-ce que ça serait comme Marcel Mauss l'avait pensé dans le don, laissé sur le don, ou à la fin il a fait une autre économie possible? Alors, non, moi, le nouvel homme, non, moi, j'y pense pas à ça. Je me méfie même voilà. Non, un nouvel humanisme, c'est-à-dire un humanisme
pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss, qui est moins fondé sur l'amour-propre, quoi. Vous savez, ce texte d'anthropologie structurale qui précède ou suit, je ne sais plus, celui qui a été lu, il dit « Nous avons coupé l'humanité de l'animalité et nous avons ouvert ainsi un cycle maudit, puisque, eh bien, après, on a vu, je crois que j'ai le texte parce que je l'aime tellement, moi je voue un culte, enfin un culte, à Claude Lévi-Strauss que j'adore. Attendez, il faut que je trouve le texte parce qu'il est vraiment très beau. Ben non, je l'ai pas. C'était, ah si, je vais vous le lire parce qu'il dit beaucoup mieux que moi. On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné libre champ à tous les abus. Jamais mieux qu'au terme des 4 siècles de son histoire, l'homme occidental ne put-il comprendre qu'en s'arrangeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il retenait à l'autre, il ouvrait un cycle maudit et que la même frontière, constamment repoussée, servirait à écarter des hommes d'autres hommes et à revendiquer, au profit de minorités toujours plus restreintes, le privilège d'un humanisme corrompu, aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour-propre son principe et sa notion. Voilà. Donc c'est un humanisme corrompu, bien, et puis, bien voilà, alors Lévi-Strauss est radical, hein, mais même plus profondément aussi un humanisme qui intègre, penser la responsabilité au cœur du sujet, intégrer justement l'altérité, vraiment, en faire une catégorie positive. Bah, ça change beaucoup de choses. Ça change la manière dont on pense la liberté, dont on pense l'autonomie, on l'a vu, dont on pense l'organisation sociale, dont on pense le couple, liberté, égalité, qui, à la lumière de la fraternité, est complètement modifiée, hein, qui est plus seulement une structure sociale ou un contrat social structuré par l'avantage mutuel, hein, et par la socialité définie en termes de réciprocité. Non, le contrat social à venir ne peut pas être structuré seulement par l'avantage mutuel et par la réciprocité des droits et des devoirs, puisque nous avons une responsabilité pour des êtres qui n'en ont pas envers nous, puisqu'ils ne sont pas encore nés. Nous avons une responsabilité pour les autres espèces, nous pouvons modifier complètement leurs conditions de vie, les mettre en péril. Elles ne font pas grand-chose pour nous, elles ne peuvent pas grand-chose pour nous. Dans nos villes, les lions ne nous attaquent pas, hein. Donc, ni les éléphants. C'est eux qui n'ont plus de place pour vivre. Donc voilà, donc si vous voulez, donc le nouveau contrat social est très différent. Donc c'est ça. Moi, l'homme, l'individu, moi je m'occupe assez peu de l'individu, de comment il faut vivre. C'est des choses, je pense que c'est pas aux philosophes de le dire, c'est à personne de le dire, c'est à chacun de faire ce qu'il peut. Hein, je me méfie beaucoup des discours moralisateurs. Et puis bon, justement, moi je trouve que dans le domaine des mœurs, et de tout un tas de choses, eh bien, la philosophie des droits de l'homme, ça marche très bien. Et la philosophie des Ruvén-Eugène aussi, voyez, ou de John Stuart Mill, on sépare la morale et le droit, et on fait intervenir l'État, on interdit quelque chose que quand ça crée un dommage à autrui. Mais si ça blesse ou ça choque le bourgeois, eh bien, aussi, on a le droit au vice privé, disait John Stuart Mill. La paresse, à l'époque, l'alcoolisme, la prostitution, etc. Bon. Et moi, je trouve que c'est assez sain d'avoir ce partage. Maintenant, il y a suffisamment de travail pour d'autres questions qui sont difficiles, puisque quand on travaille sur l'écologie, on met en question quand même le droit du sujet ou de l'individu à choisir son style de vie. On voit bien qu'il y a une tension entre le libéralisme, le droit de chacun à choisir son style de vie, hein, et le respect des normes écologiques. Alors comment le faire? Moi je pense que on ne va pas le faire avec des réglementations bureaucratiques ni avec un pouvoir fort. Moi je crois quand même à la démocratie. Je pense que les problèmes de la démocratie ne peuvent trouver de solution qu'avec plus de démocratie, ou du moins une modification de la démocratie, et pas avec un père Fouettard. Donc, ou un Zorro, ou je ne sais quoi, ou bon. Donc voilà, bon, alors le nouvel homme, non, humanisme. Alors ensuite, écologie, et c'est sur le don, si vous voulez, pourquoi pas, référence à Marcel Mauss, c'est toujours bienvenu. L'écologie, c'est de toute façon même racine étymologique que l'économie, oikos, le foyer, la maison, l'habitat, c'est de toute façon, c'est une réflexion essentiellement liée à
aller à la place de l'économie. Si vous voulez, le gros problème aujourd'hui, c'est que l'économie est devenue une fin en soi, alors qu'elle ne devrait pas. Elle est plutôt un moyen pour le bonheur ou pour, vous voyez, la vie humaine et non humaine. Et en plus, notre économie, elle n'a pas pris en compte, l'économie capitaliste n'a pas pris en compte la limite de la production et le fait qu'il y a des choses qui sont irréversibles. Qu'il y a des écosystèmes qui sont parfois détruits de manière irréversible quand leur résilience, quand on a affecté leur capacité de résilience. Donc, étant aveugle à cela, cette économie ne peut qu'aller dans le mur. Donc la question écologique est l'invitation à justement voir ce qui a été oublié ou malmené. Et en même temps, là encore, je crois qu'au lieu d'être contestataire et de dire que l'homme est vraiment une créature méchante et tout ça, bon, ou que les modernes sont vraiment des vilains, à commencer par Descartes, eh bien, on peut plutôt voir tout ce que nous devons à la tradition des droits de l'homme, qui a été lié à un certain contexte très important. Il faut toujours rappeler que les textes, les prémices du libéralisme politique, du contrat social, sont des textes chez Spinoza, Hobbes, d'hommes qui étaient hantés par les guerres de religion. Donc l'État, fallait le séparer de la religion. La haine, la hantise, c'était le tyran. Et puis à l'époque, on mourait très jeune. Enfin, je veux dire, faut vraiment, faut se rappeler ce que dit Montaigne. Il ne sait plus combien d'enfants il a eu, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts tout petits. Donc la démocratie représentative naît également dans un contexte très différent du nôtre. Donc c'est tout à fait normal que ces institutions-là ne soient pas tout à fait adaptées à notre contexte. Mais c'est à nous de faire preuve d'imagination pour nous mettre au niveau, si je puis dire, et en conservant quand même ce qu'il y a de bien. Donc voilà, moi je pense que vraiment c'est un manque d'imagination qui explique les difficultés ou des Verts ou des politiques ou même des philosophes politiques. Donc vive l'imagination. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Est-ce qu'il y a encore une intervention? Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Il est tard. Merci beaucoup, Corinne Pelluchon. Voilà, donc ce cycle se termine ce soir. Je vous rappelle